Ouais, hésitez vraiment pas à répondre, comme ça moi je peux adapter mon discours en fonction des réponses. Si vous êtes vraiment, Ouais. si vous n'avez jamais entendu parler, si vous avez déjà commencé à méditer, je vais avoir un discours différent. Donc ce serait top que vous répondiez tous. Et je réponds complètement non si jamais, hein, ne vous inquiétez pas, voilà. Hop, d'ailleurs, je vais partager l'écran, je pense, comme ça au moins vous pourrez voir les résultats en même temps que moi. Pour l'instant, moi je vois rien, c'est juste quand je vais afficher les résultats du coup que vous verrez quelque chose. Hop. Donc, n'hésitez pas à répondre, je vous laisse encore une petite minute. Il y a plusieurs réponses, il y a plusieurs questions à répondre parce que moi j'ai qu'une seule question et ça charge depuis tout à l'heure. Du coup. Ouais, non, mais c'est normal, c'est parce qu'en fait, je vais au rythme du coup. En fait, le but, c'est que quand on parle des réponses tous ensemble, donc par exemple, imaginons que là on est un oui et un non mais, je ne sais pas encore ce qui va se passer, hein, je ne connais pas encore les résultats, seulement quand j'afficherai les résultats qui seront disponibles. Donc en fait, c'est pour qu'on fasse une question par une et tous ensemble en fait, comme ça on avance tous en même temps et on pourra discuter de chaque question une à la fois et ensuite, une fois qu'on aura discuté de la première question, on pourra sur la suivante, etc. Bon, il y en a trois, hein, ça va pas prendre énormément de temps, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, on a trois petites questions pour vous, afin de D'accord. voir un petit peu vos connaissances et vos pratiques de méditation. Voilà. Hop là. Bon, du coup, j'ai affiché les résultats, je pense. Donc, vous êtes plus de la majorité à penser qu'on peut expliquer tous les effets de la méditation via les neurosciences. Donc 57%, si jamais, je sais pas si la qualité de mon écran est bonne, hein, de mon partage d'écran est bonne. Et du coup, non, à penser qu'on peut pas tous les expliquer. Et peut-être oui, mais, du coup, est-ce que quelqu'un qui a répondu un oui, mais, donc je pense qu'il y a deux personnes, peuvent expliquer un pourquoi un oui, mais est-ce que ça, c'est juste par rapport au tous ou c'est par rapport à autre chose, je sais pas. N'hésitez pas à répondre, hein, vous inquiétez pas. Alors, juste la qualité de ton écran, elle est bonne, c'est nickel, on voit bien. Et du coup, moi j'ai répondu oui, mais parce que du coup, je considère qu'il y a une partie des effets de la méditation qui effectivement peuvent être expliqués par les neurosciences et de manière plus générale peuvent être expliqués de manière physiologique. Après, j'imagine qu'il y a un certain nombre d'effets qui sont liés à des aspects peut-être de psychologie qui sont peut-être moins facilement, moins facilement mis en évidence par les neurosciences directement. D'accord. Ok, ok. Donc ceux qui ont mis non, est-ce que ça rejoint ce point en fait, dans la mesure où c'est pas tous les effets, ou est-ce que c'est vraiment non, ça peut en expliquer, enfin les neurosciences ne vont pas être utiles vis-à-vis de la méditation ou... Oui, c'est moi qui ai mis non, et oui, je suis d'accord avec Sarah, en gros, que il y a une partie qui pour moi est quand même assez, enfin, je ne connais pas, du coup, c'est juste mon avis, mais une partie qui est plus faible, qui peut être expliquée par les neurosciences, mais que la majorité, ça reste de la psychologie, quoi. D'accord. Ok, ok. Bon, du coup, oui, j'imagine qu'il n'y a pas trop d'explications à donner, quoi. Je comprends très bien. Bon, du coup, on va passer à la prochaine question. Donc là, c'est pas être très compliqué. Donc vraiment, elle vient de s'afficher à sur votre écran. Alors la question est très vaste parce qu'en fait, méditation, bah, quand vous en parlez Malo, il y a plusieurs types de méditation, etc. Donc c'est là où ça va être intéressant de pouvoir discuter un petit peu aussi. Donc on pourra voir tout ça ensemble, enfin surtout avec Malo. C'est un petit peu lui, c'est pour ça que c'est intervenant, mais voilà. Hop là. Alors pour l'instant, j'ai 5 sur 7 élèves qui ont répondu. Enfin, élèves, parce qu'à base c'est pour les profs, ça. Je sais pas s'il y a deux personnes qui ont arrêté de répondre ou pas, ou si j'affiche les résultats directement.
Peut-être que vous êtes peut-être que vous êtes en train de réfléchir à votre réponse, je ne sais pas non plus. Du coup, j'attends encore quelques petites secondes si jamais. Ok, 6. 7e, on va arriver à un 7 sur 7. Donc là, c'est juste pour voir votre expérience personnelle, un petit peu. Enfin, si jamais vous n'avez jamais médité, peut-être que ça pourrait vous inciter. Dans ce brain talk, on ne sait jamais. En fonction de ce que Malo va vous dire, va vous raconter. En fonction des articles, différents types de méditation, voilà. Tout ça, tout ça. Donc j'ai affiché les résultats. Ok. Donc, vous êtes la plupart à avoir déjà médité. Est-ce que vous méditez toujours ceux qui ont déjà répondu oui ou pas, de manière fréquente, on va dire? Perso, moi, je médite pratiquement quotidiennement maintenant, depuis pas très longtemps, mais en tout cas plusieurs fois par semaine et au mieux une fois par jour. Ok, ok. Et après, tu médites combien de temps, par exemple? En général, c'est 15 minutes, 10-15 minutes. Et sauf des jours où je suis vraiment dans le rush, où je fais des méditations courtes de genre 5-10 minutes plutôt. Mais en général, ouais, c'est plutôt du 15 minutes par jour, quoi. Ok, ok. D'accord, cool. Ok, ok. Est-ce que quelqu'un d'autre veut partager son expérience ou pas? Bah moi je médite quand je fais du yoga avec ma mamie qui est prof de yoga, mais sinon je médite pas tous les jours. Ok, ok. Et est-ce que tu ressens certains effets ou pas, malgré une pratique, on dirait, ponctuelle plutôt, occasionnelle? Bah après c'est lié à une pratique plutôt sportive, donc oui et non quoi. Je sais pas, je pourrais pas différencier ce qui est ce qui fait partie du yoga ou ce qui fait partie de la méditation parce que pour moi c'est un peu lié quoi. D'accord. Ok, ok. Ok, ok, très bien. Et ceux qui n'ont jamais médité, par exemple, est-ce que c'est seulement juste parce que vous n'avez jamais ressenti, ça vous avez intéressé, ça, ou c'est juste que bon, bah, vous croyez pas trop en les effets de la méditation, peut-être? Ah, Marc, je vois que tu aimerais prendre la parole, vas-y. Ouais, moi je disais que j'ai toujours voulu parce que j'en entendais les bienfaits et j'ai essayé plusieurs fois et j'ai rarement, enfin, je pense, j'ai jamais réussi en essayant et les fois où j'ai réussi, je pense que c'était des moments où j'avais pas décidé de méditer. Ça veut dire en gros, je me suis dit après un bon moment, là en fait je méditais. Enfin, je me rendais compte que je méditais, mais volontairement, j'ai pas réussi encore. D'accord, je vois. Je vois, je vois. J'ai pris une séance exprès, bon, je prends 15 minutes, je médite, quoi. Si j'ai bien Pardon? compris. Jamais tu t'es pris en gros un créneau et tu t'es dit, ok, à ce moment-là, je vais méditer vraiment. Mais du coup, j'étais pas détendu et j'y arrivais pas. D'accord, je vois. Je vois, je vois. Ok, très Et bien. j'aurais une question pour toi. Comment tu as su que tu étais en méditation du coup? C'est quoi les critères qui t'ont permis de dire, tiens, là en fait j'étais en train de méditer et je m'en étais pas rendu compte? C'est une question à moi, du coup? Ouais, 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 tout à fait. Ok. Eh ben, parce que j'avais vu que la méditation, c'est ressentir l'intérieur de soi, c'est ne pas se focaliser sur, enfin, ne pas se prendre la tête, quoi. Et je pense que j'avais une attention, par exemple, sur des canards, des trucs comme ça, enfin, en regardant l'eau, et je cherchais pas à aller plus loin. Et je pense que c'est que de manière involontaire que j'ai réussi à atteindre cette détente. Après, je me trompe peut-être, hein, vu que Non, je suis pas expert dans le temps. pour le coup, c'est super intéressant. Tu as utilisé des mots extrêmement bien choisis comme l'attention. Euh, en fait, c'est principalement l'attention là qui est super importante dans ce que tu dis. Et du coup, oui, on peut qualifier ça, enfin pour moi en tout cas, de méditation, hein, tout à fait. En fait, si tu veux, on m'a souvent, enfin, je dis, il y a des gens qui ont des exercices du style, pour ne plus penser à autre chose, par exemple, compter de 100 à 0, par exemple, des trucs comme Mm. ça. Et bah moi, ça me suractive mon attention d'essayer de plus être Ok. attentif du coup. Voilà. Ouais. Voilà. Ouais, je vois tout à fait. Ok, ok, Super. parfait.
Merci pour le partage. Bon, super en tout cas. Du coup, il y a des expériences assez variées, c'est cool. Et du coup, on va passer à la dernière question. Et la suivante. Hop, si ça veut bien passer à... Voilà, c'est bon. Donc là, c'est une petite réponse courte, genre, quels sont pour vous les effets de la méditation? Donc, vous posez plusieurs questions, vous pouvez répondre qu'une fois, je pense, par contre, donc mettez tout dans une même phrase, enfin, au pire des mots-clés, comme vous voulez. Mais voilà, pour savoir à quoi que vous évoque la méditation, pour ceux qui ont pratiqué, donc peut-être que ça s'est vraiment produit pour vous, vous sentez les effets. Pour ceux qui n'ont jamais pratiqué, peut-être par votre littérature, par le biais de l'entourage. La clarification de l'esprit et l'apprentissage de la méditation. Après, Malo, je te propose de réagir en tant que moi, puisque du coup, tu peux voir mon écran par rapport aux différentes réponses. Alors, clarification de l'esprit, c'est un super point parce que il y a cette histoire de clarté et en méditation, on a souvent une métaphore qui dit que dans notre tête, en fait, il y a toujours un ciel bleu qui est quelque part, et parfois il peut être recouvert de nuages. Ces nuages, c'est une métaphore pour parler des pensées, en fait, et des pensées qu'on ne veut pas forcément qu'ils soient là. Et derrière, il y a ce nuage, ce ciel bleu qui est cette clarté, justement, qui est cette... on peut parler de libération de l'esprit, voilà. Et donc voilà, une clarification de l'esprit, c'est un peu ça, parce que dans la méditation, on va chercher justement à regarder derrière les nuages, le ciel bleu, et sortir des pensées qui nous couvrent, en fait. Donc c'est super intéressant. Et l'apprentissage de l'acceptation, ça c'est une autre partie de la méditation, parce que la méditation, je vais vous l'expliquer rapidement, il y a beaucoup de types de méditation différents, et ça, pour moi, c'est vraiment un objectif d'un type de méditation, l'acceptation, qui est, pour le coup, là, d'être plus concentré sur les pensées, mais de les observer d'un autre point de vue, et d'accepter la situation actuelle, le moment présent tel qu'il est, sans être forcément dans la rumination ou dans l'auto-mutilation de là j'ai fait une erreur et de se le répéter à chaque fois, quoi. Donc accepter les choses parce que à partir du moment où c'est passé, ça fait partie du passé, et si ça existe plus que dans la tête, dans le moment présent ça n'existe plus, donc pour moi c'est ça l'acceptation. Ensuite on a détente, calme, paix interne. Je n'ai jamais pratiqué. C'est une super intuition pour le coup, parce que c'est ça, hein. On apprend à être détendu, à être calme, et du coup cette paix intérieure, en fait, on peut la retrouver justement en se libérant de ses pensées, en écartant ses nuages, de façon à être vraiment voilà. En fait, ça rejoint le calme et la détente. Pour moi, la détente arrive après avoir atteint le calme. Et le calme, effectivement, est intimement lié à la paix interne et donc à la réponse d'avant qui est l'acceptation. À partir du moment où on accepte les choses qui nous tracassent, sans forcément être fataliste, mais en tout cas accepter que le passé, c'est le passé, on peut arriver dans un état de calme et donc se détendre. Donc ça marche aussi. Et ensuite, réduction de l'anxiété, amélioration de la concentration. Réduction de l'anxiété, ça rejoint un peu tout ce qu'on a dit par rapport à l'acceptation, puisque l'anxiété, ça va être lié à soit des projections dans le futur de soi-même liées à une situation qui va venir qui peut être angoissante, ou du passé qui est toujours là et qui est toujours présent et qui nous donne une angoisse. Et amélioration de la concentration, oui, tout à fait, parce que c'est un des types de méditation, les méditations attentionnelles, qui permettent vraiment d'améliorer son attention, et en fait, en ayant une attention focalisée pendant longtemps, on améliore sa concentration. Donc pour moi, toutes ces réponses sont bonnes. Ok, super. Du coup, ce que je vous propose, c'est s'il y a peut-être des explications scientifiques à tout ça. Donc Malo, il va nous présenter. Donc moi, j'ai arrêté le partage d'écran. D'ailleurs, j'ai arrêté de vous parler, tout ça. Et je vais laisser la place à Malo pour qu'il continue tout son petit speech. Et après, on pourra redébattre de tout ça. Peut-être que Malo va nous apporter des éléments de réponse neuroscientifiques grâce à ses articles. Et voilà, donc moi, je serai toujours là, bien sûr, mais je vais arrêter le partage. Et du coup, je vais vous souhaiter un bon début de talk. Voilà. Ok, super, merci Maxime. Est-ce que vous voyez bien la diapo? C'est tout bon?
Oui, c'est nickel. Ok, super. Alors, dans ce talk, on va donc essayer de répondre à la question, les neurosciences sont-elles suffisantes pour construire un modèle de la conscience? Je me suis trompé de diapo, ok. C'était le Brain Talk numéro 1. Bon, c'est pas la question. La question, c'est est-ce que les neurosciences peuvent expliquer la méditation? Bref, mauvais start. C'est pas grave. Donc, je vais commencer en fait ce talk par présenter les origines de la méditation pour voir vraiment d'où ça vient, qu'est-ce que c'est en fait. Il faut savoir que les premiers signes qu'on a découverts relatant la méditation, la pratique de la méditation, ils datent de 4000 ans. Et ils étaient retrouvés en fait dans la vallée de l'Indus sous forme de fresques où on voyait quelqu'un assis en position de lotus, donc la position typique de la méditation. On a retrouvé ces fresques-là dans la vallée de l'Indus, qui est en fait un des berceaux de la civilisation. Donc c'est au nord-ouest de l'Inde, comme vous pouvez le voir sur la carte. Ensuite, les textes qui parlaient concrètement de méditation, parce que là on a une représentation, après on n'en est pas sûr que c'était de la méditation, mais les vrais textes qui parlent de méditation, ils datent eux de 2500 ans. Donc on est au moins sûr que la méditation existe depuis 2500 ans. Et donc à cette époque-là, et pendant les années qu'on suivit jusqu'au 19e siècle, la méditation, en fait, elle était essentiellement réservée aux moines bouddhistes et hindouistes. Donc ces moines pratiquaient de façon religieuse la méditation. C'était une pratique religieuse comme la prière. Et ils exploraient leur esprit en faisant de l'introspection, et en observant leurs pensées, leurs ressentis et tout ça. Ensuite, donc à partir du 19e siècle, on a Chögyam Trungpa Rinpoche, qui dans les années 60, c'est un méditant tibétain, un moine tibétain même, est parti en Écosse. Il est parti en Écosse dans les années 60, et là-bas, il a fondé un premier centre de méditation bouddhiste tibétaine en Écosse. Et en fait, c'est la première fois qu'il y avait donc un centre qui permettait d'enseigner la méditation en Occident, en fait, puisqu'on est en Europe et même aux États-Unis, il n'y avait pas encore ça. Donc vraiment, en Écosse, c'était la première fois qu'il y avait un centre. Et donc, ce qu'il a fait ensuite, c'est qu'il s'est dit, c'est trop réducteur d'enseigner la méditation à travers le bouddhisme. Ce qu'il a fait donc, c'est qu'il a rendu la méditation laïque. Et là, c'est un point très important dans l'expansion de la méditation à travers le monde, parce que à partir de ce moment-là, où il a commencé à enseigner de façon laïque la méditation, on n'était pas obligé de faire des vœux monastiques, on n'était pas obligé de faire des concessions ou de se définir en tant que bouddhiste pour méditer. Et donc, suite à cela, il est parti aux États-Unis dans les années 70 et a fondé de nouveaux centres de méditation laïque et a écrit de nombreux livres et a continué à créer des centres à travers le monde. Donc celui, c'est vraiment la première personne arrivé du Tibet qui nous a ramené la méditation. Et ensuite, on a Jon Kabat-Zinn, qui lui est beaucoup plus connu pour le coup, parce qu'il a fondé en 1979 le programme Mindfulness Based Stress Reduction. Donc c'est la MBSR, peut-être vous en avez entendu parler. En fait, c'est un programme qui aide les patients souffrant de douleurs d'origine diverses. Ça peut être de l'arthrite, des migraines, l'hypertension artérielle, ou même des gens qui ont des troubles du sommeil. Il veut aider ces personnes-là. Il est persuadé qu'avec la méditation, on peut vraiment régler des problèmes divers. Il se trouve qu'il a des résultats concluants. Et donc, l'année suivante, il fonde le Center for Mindfulness in Medicine, Healthcare and Society à l'université du Massachusetts en Nouvelle-Angleterre. Et donc, à partir des années 80, Jon Kabat-Zinn, il ouvre la voie à des premières études cliniques sur les effets de la méditation sur la santé. Donc, à partir de là, on observe une explosion de nombre d'études, notamment à partir des années 2000. Jusqu'à aujourd'hui, on observe vraiment une croissance exponentielle du nombre d'articles publiés. Et donc là, on est en pleine croissance exponentielle actuellement. Donc là, on se retrouve 40 ans après, et on a Brainbow, une super association de Toulouse, toute récente, qui fait un live sur Facebook, lequel je participe, et vous êtes là, vous regardez ça, et on parle de la méditation. Tout ça, c'est grâce à ces deux personnes. À présent, je vais vous parler de quelques types de méditation, parce qu'il y en a
un nombre que je ne pourrais même pas définir. Tout d'abord, je voulais juste faire une parenthèse sur le fait que la méditation, on peut suivre une pratique, mais il y a aussi toute une partie intuitive pour moi dans la méditation, c'est-à-dire que chacun a un peu sa propre façon de méditer, vous voyez. C'est quelque chose de personnel en fin de compte, puisqu'on est dans sa tête, on est avec soi-même, on est dans ses ressentis, et je pense que chaque méditation est différente, mais bien sûr, on peut s'inspirer d'une pratique. Donc, la pratique la plus connue, c'est la méditation de pleine conscience, ce qu'on appelle mindfulness. Cette méditation, c'est celle sur laquelle on fait la plupart des recherches. En tout cas, les articles ils parlent souvent de mindfulness meditation. Cette méditation de pleine conscience, en fait, elle va être axée dans un premier temps sur la respiration, puis sur les sens, les ressentis. Ça va être quelque chose d'assez physique, et ça va être vraiment la capacité à prendre conscience du moment présent et des ressentis que l'on a dans ce moment présent. Donc on sort vraiment de la pensée et de la cognition, on est vraiment dans le ressenti pur des sens qui sont à notre disposition. Et l'idée, c'est d'être en pleine conscience, c'est-à-dire d'avoir une conscience de l'ensemble à chaque instant T et de rester dans cette pleine conscience. Après, on a d'autres méditations. Comme la pleine conscience, c'est des méditations qu'on peut qualifier d'attentionnelles. En fait, la méditation, on peut qualifier ça d'exercice attentionnel ou d'exercice pour entraîner son attention, parce qu'en fait, tout va se jouer là-dessus. On va diriger notre attention non pas sur nos pensées et des choses comme que ce soit des souvenirs ou des projections dans le futur, des choses à faire ou un problème que l'on veut résoudre. Ça va être vraiment l'attention sur les sens, et donc on peut avoir différentes attentions. Une attention focalisée. Donc, j'ai pas fait attention à ton nom, mais tout à l'heure tu parlais que tu regardais les canards, par exemple. Bah ça peut être une attention focalisée, méditation d'attention focalisée, c'est-à-dire qu'on va regarder un animal, un objet, un paysage et un endroit précis, et on va être focalisé sur cet objet. Alors ça peut être quelque chose de la vision, mais ça peut être aussi un son, ça peut être un ressenti tactile, dans le sens où voilà, ça va être une chose parmi un ensemble et on va être focalisé sur cette chose-là. Après, il y a des méditations d'observation ouverte qui sont à l'inverse, une attention qui est beaucoup plus diffuse, qui est beaucoup plus sur un ensemble, dans le sens où si vous regardez un paysage, l'attention focalisée, ce serait un arbre sur la colline d'en face. L'observation ouverte, ce serait plutôt l'ensemble de votre champ visuel que vous regardez à la fois. Et donc on peut faire ça sur l'ensemble des sons qui sont autour de nous, ou l'ensemble de nos sensations tactiles. Ensuite, donc tout ça, c'est des méditations attentionnelles. On a aussi des méditations qu'on appelle constructives, qui partent d'un autre procédé, en fait. On va vraiment essayer de construire quelque chose à l'intérieur de nous avec nos pensées. Et donc, un exemple, c'est la méditation de la compassion. On a aussi la méditation de la gratitude, de la bienveillance. Donc, elles ont un point commun, qui est donc cette construction d'une pensée, mais en général d'une pensée positive. Et c'est là qu'on voit tous les bienfaits, c'est que, par exemple, dans une méditation de la compassion, on va avoir, dans un premier temps, quelqu'un à l'esprit, quelqu'un pour qui on exprime de la compassion, et on va essayer de ressentir cette compassion, de la faire émerger dans notre esprit juste avec la pensée, parce que cette personne n'est pas là, en fait. On va juste essayer de penser à cette personne, ressentir cette compassion, ou cette bienveillance, ou cette gratitude, en fonction de l'exercice qu'on va faire. Et tout l'exercice va être ensuite de ressentir ce sentiment sans avoir de focalisation sur la personne ou sur l'objet. C'est-à-dire que si je pense à quelqu'un de ma famille et que je ressens de la compassion, l'objectif à la fin, ça va être de ressentir cette compassion sans penser à la personne. Et donc vraiment cultiver ensuite vraiment cette émotion, ce ressenti, sans forcément avoir j'aime bien parler de substrat de pensée. Donc voilà, ça c'est une méditation qui est complètement différente, mais c'est aussi on parle également de méditation quand on parle de ça. Alors maintenant, je vais parler de quelques bénéfices de la méditation. Donc, on va le voir pour les deux premiers points. On peut avoir une augmentation de l'épaisseur corticale. C'est le premier article qu'on va étudier ensemble. On peut également avoir une augmentation de la connectivité entre certaines zones cérébrales. C'est un autre article que nous allons voir ensemble. Mais aussi, on peut avoir une réduction du stress physiologique.
Et donc, ce stress physiologique qui est manifesté par un taux de cortisol, qui est manifesté par des réactions inflammatoires, il y a des expériences qui démontrent que, voilà, on va vraiment avoir une réaction inflammatoire réduite suite à la méditation, en fait. C'est des personnes qui sont mises dans des stress, soit physiques, soit mentaux, et on va voir vraiment que le taux de cortisol est plus faible chez des personnes qui sont expérimentées en méditation. Pareil pour le recrutement des macrophages et toutes les réactions inflammatoires. C'est assez impressionnant. Ensuite, un point très important, la réduction des rechutes dépressives, c'est le principal but d'un programme MBCT. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé du programme MBSR, donc de Stress Reduction. Là, le MBCT, c'est une cognitive thérapie, Mindfulness-Based Cognitive Therapy, qui elle a été inventée en 2008 par des cliniciens psychologues européens, en fait. Et elle vise vraiment à traiter des personnes dépressives qui sont déjà sorties de la dépression avec un traitement antidépresseur ou une thérapie X ou Y, et pour éviter la rechute. Et donc, c'est un programme qui montre beaucoup d'efficacité. Et dans ces programmes, on va par exemple avoir vraiment des cours théoriques scientifiques sur comment fonctionne le cerveau et aussi des exercices de méditation pour prendre vraiment conscience de comment ça marche dans notre tête, pourquoi on peut avoir des pensées dépressives et comment cultiver au contraire tout ce qui va être bienveillance, compassion, gratitude, qui, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, mais qui permettent également d'avoir énormément d'effets bénéfiques. Et voilà, ça c'est vraiment quelques bénéfices de la méditation. La liste est très très longue et elle est toujours en cours d'expansion. Maintenant, je vais vous parler du premier article. Meditation experience is associated with increased cortical sickness. Donc, c'est de Sarah Lazar et ça a été publié en 2005. L'objectif de cet article, c'est de voir si l'hypothèse comme quoi la méditation pourrait être associée à des changements dans la structure physique du cerveau est vraie ou pas. Alors, pour valider ou non cette hypothèse, ils ont utilisé une technique qui est l'imagerie par résonance magnétique pour se focaliser sur l'épaisseur corticale. Et donc, ils ont comparé deux groupes, un groupe de 20 sujets avec une expérience approfondie de la méditation dite Insight, qui est concentrée sur les ressentis, les pensées internes. Et alors, pour le coup, ça, c'est pas des moines, c'est pas des méditants qui ont fait des milliers d'heures de méditation, mais ils ont une expérience d'approfondie de la méditation. Comparé donc à 15 sujets contrôle qui n'ont jamais pratiqué la méditation. Donc, ils ont observé l'épaisseur corticale dans différentes aires, l'insula, l'aire de Brodmann, le cortex somatosensoriel et le cortex auditif. Ce qu'ils ont vu, c'est que, vous voyez ici, je pense que vous voyez ma souris. Voilà, la thickness, c'est l'épaisseur. On voit déjà que, de manière générale, en bleu, les ronds bleus, ce sont les méditants, et en rouge, ce sont les non-méditants. Donc on voit déjà que, quel que soit l'âge, les méditants ont une épaisseur corticale plus importante. Mais ce qui est super intéressant, en fait, c'est que, peut-être que vous le savez déjà, mais lors du vieillissement, on a vraiment un amincissement de l'épaisseur corticale, tout simplement lié au vieillissement et à la mort des cellules. Bon, eh bien, on voit que les personnes âgées, enfin du moins de 40 à 55 ans, on observe déjà un déclin dans cette épaisseur corticale chez les personnes non méditantes, alors que les personnes qui méditent voient cette épaisseur corticale préservée. Et donc c'est super intéressant parce que ça pourrait permettre, d'après ces résultats, de réduire, entre guillemets, le vieillissement du cerveau, en fait. Donc, en résumé, la méditation serait donc associée à des changements structuraux dans des aires cérébrales qui sont impliquées dans le traitement des informations sensorielles, émotionnelles et cognitives. L'insula, par exemple, ça a été prouvé qu'elle permet particulièrement de ressentir les sensations internes comme les battements de cœur et des choses comme ça. Ensuite, la méditation, du coup, elle pourrait également permettre de réduire l'amincissement des structures corticales lors du vieillissement. Donc ça, c'est le premier article, purement neuroscientifique. Deuxième article, lui, pour le coup, je tenais à le mettre parce que je le trouvais intéressant. Il est plus psychologique, mais il est tout de même très intéressant. Donc, méditation, mindfulness and cognitive flexibility
Adam Moore et Peter Malinowski en 2009. C'est des articles assez récents. Donc en fait, ils ont utilisé différents tests. Le test d'interférence Stroop. Alors, l'effet Stroop, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est quand vous avez des informations sensorielles qui sont contradictoires. Par exemple, le test le plus connu, en fait, c'est le mot vert qui est écrit en rouge, de la couleur rouge. Et vous devez dire rouge quand vous lisez ce mot vert. Sauf qu'il y a les lettres VERT qui vous déstabilisent parce que vous lisez cette information en même temps que vous regardez la couleur rouge. Et donc, ça va être vraiment ce travail cognitif de flexibilité, de arriver à isoler l'information sensorielle visuelle de la couleur des lettres, donc la couleur rouge, et de l'isoler du sens du mot vert qui définit lui-même une couleur. Donc, je pense que vous avez déjà fait ce test, même à l'école ou quoi, c'est quelque chose qui est assez courant. Donc voilà. Donc ils ont fait ce test d'interférence Stroop qui a été établi par Stroop en 1935. Ils ont fait également un test de concentration et d'endurance D2. Alors ça, c'est un test qui permet vraiment d'étudier l'attention. C'est un test qui a été utilisé dans plus de 600 études depuis 1962. Et c'est vraiment le test le plus diffusé de tous les tests d'attention. Alors le but, en fait, ça va être de barrer tous les tests, tous les dés. En fait, c'est des suites de lettres. Et il va y avoir des dés qui vont avoir une barre au-dessus, une barre en dessous. Il faut barrer essentiellement ceux-là. Il y en a où c'est des P, il y en a où c'est des Q. Vous voyez, c'est la même lettre un peu tournée dans différents sens, avec une barre au-dessus, une barre en dessous, ça dépend. Donc le but, ça va être vraiment de cocher que les D2, que les dés avec une barre au-dessus, une barre en dessous, d'où le nom D2. Et il faut le faire le plus vite possible, il y a un temps imparti. Et donc, voilà, ça c'est un test qui permet d'étudier l'attention et la concentration. Et ensuite, il y a un dernier test, le Kentucky Inventory of Mindfulness Skills, qui lui, en fait, va permettre de tester différentes composantes, l'observation, la description, la conscience et l'acceptation, qui est vraiment un test qu'on utilise quand on fait des études sur la méditation. Donc, dans cette étude, il y a 50 sujets. Un groupe de 25 méditants, pour le coup bouddhistes, qui sont expérimentés dans la méditation de pleine conscience, et un groupe contrôle de 25 participants n'ayant jamais médité. Voilà les résultats. J'espère que vous voyez bien, sinon je vais vous les décrire de toute façon. Donc là, c'est les erreurs du test Stroop. Donc par exemple, s'il y avait le mot vert écrit en rouge, la personne a dit vert, elle s'est trompée. Il fallait dire rouge. Donc on voit que les erreurs sont plus importantes pour des personnes qui ont un Global Mindfulness Score, donc ce test-là, qui permet de juger de la capacité de l'expérience en méditation. On voit que celles qui ont un meilleur score dans le KIMS, donc le Global Mindfulness Score, font moins d'erreurs que les non-méditants. Ensuite, par rapport au test D2 d'attention, de la même manière, ceux-là ont un meilleur score, les méditants, que les non-méditants. Et là, c'est les erreurs. Donc on voit, groupe méditant expérimenté, ils ont moins d'erreurs au test d'interférence Stroop et des meilleures performances au test D2. Donc on pourrait dire que la méditation serait intimement liée à des améliorations au niveau fonction attentionnelle et flexibilité cognitive. Bon voilà, c'est très résumé, hein, je vous fais un petit speech. Mais donc ça, c'est une étude plutôt psychologique très intéressante. Voilà, ça c'est un dernier article dont je voulais vous parler. Il a été supervisé par Antoine Lutz, la personne avec qui je fais mon stage, et il date de 2018, donc c'est très récent. Richard J. Davidson aussi, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup, qui travaille aux États-Unis. D'ailleurs, Antoine Lutz a fait sa thèse dans son laboratoire, ou en tout cas travaille beaucoup avec Davidson. Donc voilà, Impact of Short and Long-Term Mindfulness Meditation Training on Amygdala Reactivity to Emotional Stimuli. Donc en fait, ils vont étudier l'impact d'une méditation à court terme ou à long terme sur la réactivité émotionnelle au niveau de l'amygdale. Donc leur hypothèse, c'est quoi? C'est la méditation pourrait permettre une amélioration de la régulation des émotions. Donc ils ont utilisé un IRM fonctionnel et un questionnaire 5-Facet Mindfulness Questionnaire. Ils sont principalement focalisés sur la connectivité entre l'amygdale et le cortex préfrontal ventre médian,
mais également l'activité de l'amygdale elle-même. Alors c'est une étude qui prend beaucoup de sujets, 158 sujets sains. Et donc on a 127 participants non méditants et 31 participants avec une moyenne de 9000 heures de méditation. Donc là on parle vraiment de méditants très expérimentés. Quels sont les résultats? Eh bien, ici, on regarde l'activation de l'amygdale droite lors de la présentation des images positives, moins le signal récupéré lors de la présentation d'images négatives. C'est comme ça qu'ils ont testé la méditation, la réactivité émotionnelle. Ils ont présenté des images avec des valences émotionnelles positives, neutres ou négatives, et ils ont regardé. Donc là, on a les résultats des images positives de l'IRM, moins les images négatives. Et donc la différence, on voit que le groupe contrôle, HEP, a une activité de l'amygdale plus importante que le groupe des méditants, donc a techniquement une réactivité émotionnelle plus importante. Là, c'est un autre point très intéressant, c'est la connectivité entre l'amygdale et le cortex préfrontal ventomédian, qui est réputé pour avoir un contrôle conscient de top-down sur l'amygdale. Donc, qui permet vraiment de réguler l'activation de l'amygdale de façon consciente, de façon choisie, voilà. Et donc, on voit que cette connectivité, lors de la présentation des images négatives, mais aussi positives, comparées aux images neutres, on voit que l'activité chez les méditants est plus importante que chez le groupe non méditant. Donc voilà, cette connectivité, on a donc un meilleur contrôle conscient des émotions. Ensuite, d'autres résultats importants liés avec le questionnaire. Le questionnaire, en fait, il permet de tester la non-réactivité émotionnelle. C'est-à-dire qu'on va leur poser des questions et on va leur demander à quel point ils se sentaient pas réactifs à l'émotion, si tel était le but de l'expérience. Et on voit que ceux qui ont une meilleure non-réactivité, c'est le groupe LTM, donc le groupe rouge, ils sont principalement au-dessus. Et donc, c'est le groupe méditant à long terme, comparé au groupe qui est beaucoup plus nombreux, bien sûr, de contrôle. Et on voit qu'en fait, cette non-réactivité émotionnelle est corrélée avec l'activation de l'amygdale. C'est-à-dire que plus l'amygdale est activée, moins il y a de non-réactivité, donc plus il y a de réactivité émotionnelle, en fait. Et là, c'est simple. En fait, là, c'est juste ça de façon sur un autre type de plot avec une moyenne. Et donc, on voit vraiment que la non-réactivité émotionnelle est plus importante dans le groupe des méditants que le groupe contrôle. Donc voilà, c'était le 3e article, un article très récent qui a un focus plutôt anatomique et purement neuroscientifique. Donc en conclusion, est-ce que les neurosciences peuvent expliquer les bienfaits de la méditation? Oui, en partie. Mais on a également besoin de la psychologie, des sciences cognitives et également de la physiologie, comme toutes les sciences physiologiques telles que la cardiologie, l'immunologie, dans le sens où, on l'a vu, la méditation, à partir du moment où ça permet de diminuer le stress, certes le stress a une composante cognitive, une composante cérébrale et purement neurologique, mais ensuite il a une influence sur tout le corps, avec la sécrétion des hormones, avec l'augmentation du rythme cardiaque, de la respiration, toutes les hormones qui vont en découdre, les réactions immunitaires aussi. Donc rien que par rapport au stress, on ne peut pas expliquer que la méditation avec les neurosciences. Mais il y a aussi tout ce qui va être psychologique, comme on l'a vu, l'attention, on a besoin de tests psychologiques pour tester l'attention. Donc voilà, les neurosciences, ça permet de tester des modifications anatomiques dans le cerveau, au niveau du cortex, des changements dans la connectivité. Peut-être que plus tard, il y aura des études au niveau cellulaire. Pour l'instant, je ne crois pas que ce soit le cas. En tout cas, voilà, les études sont de plus en plus nombreuses. Et personnellement, je trouve ça vraiment passionnant de voir que la méditation, qui est quelque chose au final qui est accessible à tout le monde, quel que soit le milieu de vie dans lequel on vit, quels que soient tous les paramètres, même socio-économiques, la méditation est accessible à tout le monde. Et je trouve ça génial de pouvoir influencer sa cognition, influencer sa physiologie avec quelque chose qui est juste dans notre esprit et qui est juste un exercice attentionnel ou un exercice émotionnel. Voilà, c'est quelque chose de très fort pour moi.
Et c'est pour ça que j'adore partager ça. Donc j'espère que la conférence vous a plu. Ici, vous avez toutes les refs. Vous pouvez faire un screen si vous voulez les garder. Donc voilà, ça c'est les 2 premiers articles que j'ai présentés. Là ensuite on a le 3e article. Bon, enfin c'est par rapport aux bienfaits que j'ai dit tout à l'heure aussi. Voilà, et les différents tests d'intentionnel et tout. Voilà, donc merci pour votre attention et place au débat. Merci Malo. Super, merci Malo du coup. J'ai vu qu'Anton avait quelques questions levé la main à plusieurs reprises lors de ta présentation. Est-ce que tu voudrais toujours prendre la parole pour réagir aux propos de Malo? Ouais, bonjour. Bonjour. C'est déjà super talk, c'était hyper clair. Merci. J'ai une question. Est-ce que tu peux remettre la slide avec l'article de Lazare? Ouais. En fait, j'ai une question de méthode. Je comprends. Je trouve qu'il y a quand même un biais, non? Parce qu'en fait, tu vas pouvoir peut-être m'éclairer en fait sur la méthode vraiment de l'article, mais là, je trouve que il y a un raccourci méthodologique puisque tu prends des méditants et des non méditants et tu dis bon bah il y a en fait tu associes la cause directement. C'est pas parce que tu sépares entre méditant et non méditant que c'est la cause de la différence d'épaisseur dans le cortex. En fait, ça peut être par exemple moi une hypothèse et c'est certainement un mix des deux. C'est que les gens qui sont méditants, globalement, ils ont peut-être une meilleure hygiène de vie. Tu vois, ils sont peut-être un peu plus centrés sur le prendre soin d'eux et tout ça. Donc, ils ont peut-être juste une meilleure hygiène de vie. Et en fait, c'est pas directement corrélé à la méditation en elle-même, mais à autre chose, quoi. Et donc, je trouve un petit peu, et c'est peut-être que c'est quelque chose qui corrige dans les autres articles aussi, mais quand tu compares des méditants à des non-méditants a posteriori, je trouve ça un peu rapide de dire que c'est la cause, quoi. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ta remarque. C'est vraiment une critique qu'on peut faire. Pour le coup, pour leur défense, c'est-à-dire que pour réaliser une étude comme ça, plus stricte, si je peux dire, il aurait fallu du coup de suivre des personnes pendant l'équivalent de 20 ou 30 ans. Donc, c'est des études en fait qui sont en cours, mais dont les résultats sont pas encore sortis. Et pour l'instant, voilà, ça c'est des études vraiment qui posent les bases et qui posent les questionnements. En fait, est-ce que c'est vrai ou pas? En tout cas, là, on a des preuves qui sous-tendent que ça pourrait influencer l'épaisseur corticale. Mais comme tu le dis, il y a plein de biais, il y a la vie de la personne en elle-même qui peut être différente entre les méditants. Et puis même, ça se trouve, en fait, par hasard, toutes les personnes qui méditent ont une épaisseur corticale plus importante. On peut pas tout vérifier. Et voilà, c'est une des études préliminaires et elle a les résultats qui valent ce qu'il vaut. Mais c'est une très bonne remarque. Ouais, non, je veux dire, c'est sûr que c'est hyper compliqué à mettre en place. Mais du coup, je me demandais j'imagine qu'ils en sont conscients quand ils font la discussion dans l'article. Et c'est pareil pour l'article d'après où en fait, ce que je trouve bizarre. Alors, je sais pas si tu l'as dit, mais en gros, il y a l'article d'après ou celui d'encore après, le 3e, c'était des moines et des non-méditants, c'est ça? Ouais. Ouais. Et du coup, les non-méditants, c'est vraiment entre guillemets des mecs dans la rue, quoi. Où il y a quand même, parce qu'en fait là, c'est vraiment on part des moines. Après, il y a toujours des critères d'inclusion, tu sais. Je pense que c'est pas non plus. Oui, non, mais du coup, c'est ça. C'est genre, est-ce que si t'avais des précisions sur, mais je sais pas, si t'avais des précisions sur les. En fait, c'était un peu le rush cette semaine. J'ai fait des expés et des électroencéphalogrammes toute la semaine. Du coup, j'ai pas eu le temps de relire en détail. Mais je pourrais me renseigner et de toute façon t'as les refs si tu veux regarder, une question comme ça. Mais pour le coup cette étude je la trouve un peu plus forte parce que c'est pas simplement une étude de l'épaisseur corticale sans expérience en elle-même. Là c'est vraiment quelque chose de fonctionnel et donc on va les tester vraiment sur une tâche, comment le cerveau réagit, tu vois. Donc c'est un peu plus fort. Pour rebondir là-dessus, je pensais également aux critères d'inclusion, comme tu le disais, Malo. Je pense que, alors du coup, je sais pas dans ces articles-là quel critère mais c'est vrai que c'est un biais qui, je pense, est finalement assez simple à éviter, enfin au moins en partie, dans le sens où
ne serait-ce que par, j'imagine, un questionnaire qui permettrait d'évaluer en fait l'hygiène de vie des candidats témoins et les sélectionner sur ces critères-là pour qu'ils soient au plus proche, on va dire, d'une hygiène de vie qui serait souvent celle qu'on attribue à des personnes méditantes, mais qui aurait, entre guillemets, juste la méditation en main. Bon, après, ça demande évidemment plus de temps pour le recrutement, etc. Mais je pense que c'est un biais qui finalement peut être, en tout cas, limité assez aisément. Ouais, non, ouais, je pense aussi. Tout à fait. Alors ouais, je suis vraiment désolé, hein, mais je pense que les questions plus précises sur l'article et les critiques, je sais pas si je serais forcément en mesure d'y répondre, parce que c'est des articles que j'avais déjà étudiés en fait, donc c'est pour ça que j'en parle. Je les ai relus en diagonale, donc c'est pas extrêmement clair, mais après toutes les questions plus générales sur la méditation, je suis tout à fait ouvert. Alors, moi, j'avais juste une question, mais du coup, qui est aussi un peu technique, mais si tu sais pas, tu me diras et j'irai vérifier l'article. C'est par rapport au troisième article, quand il mesure la connectivité entre, donc c'est de l'amygdale et une partie du cortex préfrontal, c'est ça? Est-ce que tu sais comment il mesure, du coup, cette connectivité-là? Parce que je connais pas je connais pas la méthode pour faire ça. Je sais pas. Je sais juste qu'on peut mesurer la connectivité avec de la tractographie, il me semble. Ouais, c'est ce que. Et je sais pas s'ils l'ont fait. Je l'ai pas vu en parler. Je sais pas si on peut le faire avec de l'IRM fonctionnel. Ok, mais oui, parce que par tracto, tu peux faire ça normalement. Ouais. Après, je connais pas précisément la méthode. Mais... Non plus. Est-ce que tu voudrais bien nous parler des recherches que tu es en train de faire actuellement, du coup? Ouais, avec plaisir. Alors actuellement, en fait, j'ai rejoint une étude qui s'appelle Longimed. D'ailleurs, si parmi vous, il y a des méditants qui méditent 20 minutes par jour depuis 2 ans, vous pouvez être inclus dans l'étude. On a besoin de participants pour la 3e retraite. En fait, voilà, c'est sur le principe d'une retraite intensive. La prochaine, là, je pars demain. Demain, on part dans le Jura. Et en fait, on emmène les participants. Là, on en a 24. Et ils vont suivre. Donc, ils font des tests EEG, des tests comportementaux sur l'audition. Moi, je vais principalement être focalisé là-dessus. L'audition, la douleur et le force matching, c'est-à-dire on va appliquer une force en fait sur un doigt. Et le but, ça va être de reproduire cette force. Et il se trouve que c'est pas si facile que ça de reproduire exactement la force parce qu'on réduit en fait en général la force qu'on applique. Enfin bref, c'est tout un truc. Et donc voilà, on a différents tests et donc on regarde avant, après et pendant les effets en fait d'une retraite intensive. Donc ils partent 10 jours et ils font 8 heures de méditation par jour. C'est pour ça qu'on a besoin de méditants qui sont déjà plus ou moins expérimentés. Parce qu'on peut pas. Je dis même moi, mais dans le sens où moi, ça fait 2-3 ans que je médite. Je médite pas quotidiennement. Je sais que je pourrais pas faire cette retraite 8 heures par jour, c'est trop demandant. Mais c'est des gens qui sont capables de faire ça et qui donc méditent 8 heures par jour, à moitié guidées, à moitié non guidées. C'est des méditations d'1 heure en général ou 1h30. Il y en a 6 ou 8 dans la journée. Et donc voilà, ça commence à 7h30, ça finit, la dernière, elle est à 22h. Et, elle finit à 22h. Et voilà, pendant 10 jours dans le Jura, dans un centre spécialisé avec, du coup, le gars qui va les guider, c'est quelqu'un qui fait de la méditation, qui a déjà fait une retraite solitaire, il me semble, de 10 ans. Donc c'est quelqu'un de très expérimenté et qui donc va guider ces personnes-là à travers différentes méditations. Voilà, il va y avoir différents types de méditation. Et donc c'est quelque chose de très complet et très intense. Et donc on va regarder s'il y a des effets sur la sensibilité à la douleur, sur l'audition. Au niveau de l'audition, en fait, c'est quelque chose de prédictif, c'est-à-dire que c'est des sons plus ou moins aléatoires. Et en fait, on va regarder au niveau, avec des électrodes, si la méditation en fait va influencer sur le caractère surprise, le caractère parce qu'en fait notre cerveau il est tout le temps en train de prédire. Voilà, il y a une théorie selon le cerveau bayésien qu'on est tout le temps en train de prédire notre environnement
pour éviter un effort cognitif de calcul constant. C'est-à-dire que là, si je prends ma lampe, que je l'éteins, je m'attends à ce que ça s'éteigne. Si ça m'avait surpris, ça m'aurait demandé un effort pour comprendre, etc. Voilà. C'est un exemple tout con, hein, mais on fait ça tous les jours. Quand on voit une voiture qui arrive, on s'attend à ce que le son de la voiture augmente petit à petit. Bon, là, c'est à peu près ça, avec des sons plus ou moins, avec des enchaînements plus ou moins logiques, en fait. On peut s'habituer à une séquence et ensuite la séquence change. Et on va voir du coup dans quelle mesure ça va changer notre capacité de prédiction des sons ou de surprise ou de ce predictive coding en fait qui est constant dans notre cerveau. On va voir si on trouve quelque chose par rapport à la méditation, si ça influence ça. Voilà. Ok. Vous avez des idées de résultats, enfin, de ce que vous attendez comme résultat pour le moment? Alors, pour l'audition, je t'avoue que c'est assez complexe. Je devais être sur la douleur de base, du coup, j'ai pas trop encore bien saisi la tâche. Pour la douleur, je sais qu'on s'attend à... C'est-à-dire que la douleur, en fait, c'est très intéressant, ça. Il y a deux composantes. Il y a la composante sensorielle, qui est le fait d'avoir juste un toucher, et la composante désagréable, qui est le fait que cette sensation est désagréable. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'il y a différentes personnes qui sont sensibles de différentes façons à la douleur. Bon, il y a la sensation, il y a des personnes qui sont moins purement sensibles, qui ressentent moins le signal nerveux, mais il y a des personnes aussi qui arrivent vraiment à réduire cette sensation désagréable, cette sensation purement douloureuse de la sensation tactile. Et donc, on s'attend avec la méditation à ce qu'il y ait vraiment un recul sur cette deuxième composante et vraiment un détachement qui permet du coup de techniquement ressentir purement l'intensité telle qu'elle est, mais d'avoir un caractère désagréable inférieur. Et là, je l'ai fait dans la semaine là, avec certains patients, enfin un sujet. Et j'ai vu vraiment, en fait, ils ont des stimuli électriques sur le doigt. C'est eux-mêmes qui décident les intensités. Il y a 8 échelles d'intensité. Ensuite, ils ont une stimulation plus ou moins aléatoire, une intensité plus ou moins aléatoire. Et ensuite, ils doivent caractériser l'intensité de 0 à 100. 0 étant j'ai rien senti, à 100 j'ai senti jamais. Voilà. Et ensuite, le caractère douloureux, purement douloureux, ça fait pas mal à c'est la pire douleur que j'ai jamais ressentie. Et j'ai remarqué, en regardant les réponses, quelques sujets, hein, donc ça vaut rien statistiquement parlant, mais que le caractère désagréable était toujours inférieur à l'intensité ressentie. Voilà, on s'attend à observer ça de façon générale. Ok. Pour le force matching aussi, on s'attend aussi à avoir une meilleure capacité à reproduire la force. Parce que j'ai fait la tâche et c'est vraiment impressionnant. On a le doigt, on a un bras en plexiglas qui vient appuyer une certaine force. Et ensuite, avec l'autre doigt, on doit réappuyer la force sur le doigt. Et en fait, on a une bague qui mesure à quel point on appuie et toujours la balance sous le premier doigt qui permet de mesurer la force. Et donc, vraiment, à chaque fois, j'appuie, je sens exactement la même chose que je sentais quand le bras appuyait, mais au niveau du signal, il y a moins de poids sur la balance. Parce qu'il y a tout un travail cognitif qui va être de prédire le fait qu'on ressent et tout. C'est tout ce qui va en rapport aussi avec les chatouilles, tout ça, qu'on ne peut pas se chatouiller soi-même, toute une prédiction qui se fait. Et du coup, avec la méditation, techniquement, on s'attend que on ait un meilleur contrôle là-dessus et donc on arrive à mieux reproduire la force exercée. Ok, merci. J'avais une question moi aussi. Déjà bonjour, parce que je viens d'arriver. Bonjour. En disant. Et je me demandais à partir de combien j'allais dire minutes, quelle est la durée de méditation qu'il faut pratiquer par jour pour vraiment observer des effets au niveau du cerveau ou même psychologie. Je peux pas te répondre scientifiquement parlant parce que je n'ai pas la réponse, mais je me doute que rien qu'une méditation de 5 minutes par jour, ça peut être très bénéfique. Le mieux étant 10-15 minutes, le mieux étant 20 minutes. En fait, plus t'en fais, mieux c'est. Mais je pense qu'à partir de 5 minutes, c'est forcément bénéfique, même 3 minutes. C'est un travail de prise de conscience et de ressenti
qui, si tu le fais 5 minutes par jour, au final, tu vas te retrouver à le faire dans la journée sans t'en rendre compte. Et c'est vraiment une habitude que, voilà, je dis que je médite pas quotidiennement, mais en fait, je médite quotidiennement, mais même quelques dizaines de secondes, plusieurs fois dans la journée. C'est vraiment quelque chose d'être recentré sur la respiration, de faire une pause dans sa tête, d'arrêter le overthinking. Et donc, je pense que, enfin, moi, je l'ai vu depuis 2-3 ans, je suis beaucoup moins stressé, je réagis beaucoup moins émotionnellement, hein. Là, tout à l'heure, j'ai fait tomber mon ordi, je l'ai éclaté. J'ai réussi à le réparer, mais quand je l'ai ouvert, c'était un cadavre et j'étais en mode, bon, bah, il n'y a plus qu'à le réparer. Mais j'ai pas ressenti de colère, j'ai pas ressenti d'énervement. Et pourtant, je médite pas tous les jours. Mais en fait, je pense que vraiment, à partir du moment où on commence à méditer et où on apprécie ça, on va se retrouver à le faire de façon presque inconsciente ensuite. Et je pense que du coup, bah, à partir de 5 minutes par jour, ça commence à être sympathique, quoi. Ça commence à donner des effets. Ouais. Après, voilà, ce que je dis, voilà, j'ai de l'expérience personnelle, mais je suis vraiment pas un professionnel de la méditation ou quoi. J'ai rencontré des gens, pour le coup, qui étaient professionnels et ils m'ont appris à avoir de l'humilité sur ce que je disais parce que on peut pas se prétendre méditant, on peut pas se prétendre quoi que ce soit. Donc voilà, c'est pour ça que j'insiste que mon discours est quelque chose de personnel. J'ai 23 ans, ça fait quelques années que je médite pas tous les jours, j'ai jamais fait de retraite à proprement parler. Donc voilà, ce que je dis, ça vaut ce que je dis, quoi, mais ça vaut pas. Voilà. Bah, merci, ça vaut déjà plus que ce que je pense, donc merci. Merci. Alors, on va attendre encore un petit peu s'il y a des questions. S'il n'y a pas de questions, moi je propose une petite méditation guidée de 2-3 minutes, juste histoire d'avoir un petit aperçu. Alors, je crois juste qu'il y avait Benja et Antonin qui avaient demandé la parole. Et du coup, si tu veux, on fait la question de Benja, la question d'Antonin, et après on passe à ça. Ok. Yes. On m'entend bien? Bah, merci Malo déjà pour la con, c'était super. Et j'avais une question sur le vocabulaire de la méditation, parce que je le trouve enfin j'en fais un peu du coup depuis quelques mois. J'adore et tout, mais je trouve que le vocabulaire utilisé, il est empreint de métaphores et tout. Et les gens qui vulgarisent la méditation, c'est assez ésotérique parfois. Est-ce que tu retrouves ce vocabulaire-là dans les articles scientifiques? Et si oui, est-ce que ça nuit pas à la vision qu'on a justement de ces articles-là, ou justement ça donne un côté, enfin je sais pas, assez ésotérique. Enfin je sais pas comment tu vois ça toi? Je vois vraiment ce que tu dis. Pour le coup, dans les articles scientifiques, j'ai toujours trouvé ça très carré. Il n'y a pas de métaphore comme on peut l'avoir dans la méditation guidée ou de ce que j'ai vu, hein, des articles scientifiques, j'en ai lu, mais j'ai vraiment pas tout lu. Il faut que je commence la biblio de mon stage d'ailleurs. Non, je pense que, en fait, je pense pas qu'il y ait je pense pas qu'il y ait une métaphore dans l'article scientifique pur, hein, ça reste vraiment très scientifique. Par contre, là où il y a des petits entre guillemets problèmes, c'est dans la définition des méditations. Il y a toujours des nouveaux termes qui rentrent. Voilà, il y a l'attention focalisée, il y a le open monitoring, l'observation ouverte. Et en fait, il y a plein de types de méditations différentes qui, d'un article à l'autre, sont pas forcément définies de la même manière, si j'ai bien compris. Et c'est surtout ça le problème dans le vocabulaire et de savoir dans quel groupe les regrouper. C'est-à-dire que tout le monde a un peu Moi, par exemple, la méditation, je vois ça vraiment, tu as des méditations attentionnelles, pures, et des méditations plus émotionnelles. J'en parlais avec le doctorant avec qui je suis en stage. D'après un article scientifique qu'il a lu, il y aurait vraiment les méditations attentionnelles, ensuite les méditations constructives et les méditations déconstructives. Voilà. Et dans chaque groupe, il y a différentes sous-parties. Donc ça va être plus pour la définition des pratiques qu'il va y avoir des entre guillemets petits problèmes, et parce que c'est récent et on est toujours en train de découvrir, parce que tout ça c'est un héritage en fait d'une culture qui est vieille de plusieurs milliers d'années et qui a différentes origines, parce qu'on parle de l'Orient, de l'Asie, tout ça.
mais c'est extrêmement vaste et il y a extrêmement différentes origines. Donc, ça pour dire que c'est effectivement le vocabulaire, il peut parfois porter à confusion, mais je pense pas qu'il y ait vraiment de tout ce qui est métaphore et tout dans les articles, pas de ce que j'ai vu. En tout cas, j'espère que Ok. j'ai répondu. Oui, oui, bien sûr, tu as répondu, c'est super. Ok. Alors du coup, il y avait Antonin. Est-ce que après tu as le temps de répondre aussi à Perrine et Marc qui ont levé la main après? Ok. Ok, parfait. Antonin, du coup, je te laisse là. Ouais, moi c'est une question un peu, je pense, qui n'est pas très intéressante, mais est-ce que, parce que tu parles beaucoup du temps en fait de méditation et tout ça, est-ce que du coup La question que tu j'ai eue penses pour que c'est une l'instant, sorte de relation linéaire? c'était que la méditation, elle a un caractère agréable et satisfaisant dans un premier temps, parce que vraiment on se calme, on s'apaise, on se relaxe. Puis au bout d'un moment, on a mal au dos en fait, tout simplement, on a des douleurs physiques ou même des douleurs cognitives, c'est-à-dire que notre attention elle est quand même focalisée tout le temps, on est quand même concentré, donc c'est au bout d'un moment ça devient épuisant en fait, plus que relaxant. Et c'est à partir de là où en fait, un peu de la même manière que quand on fait des pompes, tant que ça brûle pas, on travaille pas. Selon les discours que j'ai eus récemment, c'est à partir vraiment de là qu'on commence à travailler et ensuite, là, le temps peut être infini en fait. Pour moi, plus c'est long, plus ça va t'apprendre des choses, mais à différents niveaux en fait. Moi, je fais beaucoup de méditation courte ou moyenne. J'ai jamais médité plus d'1 heure et enfin, je crois, mais et ça m'apporte déjà beaucoup. Mais je sais que j'aurais des apports différents si je méditais 3 heures d'un coup. Je pense que le temps par rapport à l'apport est vraiment lié au type d'apport plutôt qu'à la quantité en fait. Ça va apporter des choses différentes. Donc pour réduire le stress, pour réduire l'anxiété, pour se recentrer, se calmer, une méditation courte, si elle est efficace, ça marche. Après, voilà, dès qu'on veut rentrer dans la spiritualité, dès qu'on veut partir dans des méditations et d'avoir un recul sur son propre ego, de se poser des questions sur le fonctionnement profond de notre cerveau, le fonctionnement même profond de la vie. On peut, là j'ai appris ça hier, je crois, il y a des méditations où c'est vraiment une question qui n'a pas de réponse, mais juste le fait d'avoir cette question en tête, enfin qui n'a pas de réponse possible en fait, mais le fait d'avoir la question, ça nous fait réfléchir et on peut passer des heures dans cet état qui permet des déclics en fait. C'est pas très clair pour moi non plus pour l'instant, mais voilà, il y a plein de types de méditation avec des différents temps et en fonction du temps, ça va pas apporter les mêmes choses. Ok. Merci. Il y avait Perrine après qui voulait. Ouais, Perrine. Oui, si tu veux bien, de façon très simple, tu nous as parlé surtout des conséquences de la méditation au niveau cérébral. Est-ce qu'il y a une modification des connexions, de l'activité cérébrale qui se fait quand tu es en train de méditer? Qu'est-ce qui cause en fait l'effet de la méditation? En fait, en fonction de la méditation, on a vu qu'il y avait des conséquences très différentes, notamment par exemple en fonction des oscillations des ondes qui sont dans le cerveau et de la synchronisation des aires cérébrales. Je sais pas du tout ton parcours, mais en tout cas, dans le cerveau, en fait, on a différentes aires cérébrales qui peuvent décharger des signaux neuronaux à différents rythmes. Ces rythmes, c'est des oscillations. Et en fait, il peut y avoir des synchronisations de ces oscillations d'une aire à une autre lorsqu'elles sont connectées, etc. Bon, tout ça pour dire qu'en fonction de la méditation, on peut observer du coup des rythmes beaucoup plus lents, presque à l'état de sommeil en fait, ou alors au contraire des rythmes extrêmement rapides, des oscillations gamma. Donc voilà, on peut avoir des rythmes très différents déjà, et ensuite des synchronisations différentes aussi. Et parfois, tu as des méditations qui vont vraiment, on va observer une activité beaucoup plus importante du cerveau que dans la vie de tous les jours, alors qu'on pourrait penser parfois que c'est vraiment qu'on fait le vide. En fait, ça dépend vraiment des méditations qu'on fait. Mais pour le coup, ça change vraiment l'activité cérébrale. Et rien que le fait de fermer les yeux, en fait, de manière générale, dans le cerveau, il y a des oscillations alpha. Et ensuite, ça influence beaucoup de choses. Donc, oui, je dirais oui.
Merci beaucoup. Marc? Oui, j'ai un peu peur d'être hors sujet avec la question, mais je tente quand même. Alors déjà, enfin, je rebondis juste. Est-ce qu'il faut forcément avoir les yeux fermés? Non, pas du tout. Pas du D'accord. tout pour le coup. Ok. Donc comme dit, je sais pas si c'est dans le thème, mais en fait, moi, ce que j'aurais aimé savoir des fois, c'est les choses qui sont spécifiques à la méditation. Enfin, j'avais vu un article la dernière fois qui parlait des croyants et des prières et qui mettait en avant l'activité du cerveau et de certaines, enfin des trucs physiologiques en rapport à la prière. Donc c'était des gens croyants. Et je me demandais si c'était la même chose ou si c'était autre chose et que la méditation, c'est que la méditation qui peut apporter certains effets ou si ça peut apporter les mêmes effets que d'autres pratiques spirituelles comme les gens qui sont croyants et qui prient par exemple. J'ai pas beaucoup de connaissances là-dessus, mais enfin, je me rappelle m'y avoir traité. Oh là, oh là. Je me rappelle. Je sais même pas quel verbe utiliser. Bref, je m'y suis intéressé un jour. La prière, d'après ce que je sais, peut être considérée comme une forme de méditation. D'accord. Et elle a ses effets. La prière, en fait, c'est plus considéré comme une méditation constructive, comme la méditation de la compassion, par exemple, ou des choses comme ça, parce que on est vraiment dans la pensée, dans le vœu de quelque chose. Après, je suis pas du tout croyant dans quoi que ce soit, donc je sais pas vraiment ce que c'est que la prière à proprement parler, mais pour moi, c'est vraiment l'expression de vœu ou de quelque chose, un souhait. Ou de la gratitude, en fait, parfois, dans les films, on voit les gens qui remercient le Seigneur, etc. Donc pour moi, ça se rapproche beaucoup de tout ce qui va être méditation de la compassion, bienveillance, gratitude, qui sont des méditations donc constructives, qui font émerger en soi une idée, qui elle ensuite peut avoir des effets au niveau du cerveau, au niveau de la physiologie, au niveau de la psychologie. Ok, donc ça serait entre guillemets une sous-branche. Et ouais, non, moi c'était une question ouverte. Enfin là, du coup, t'as pas forcément la réponse, mais ouais, de comparer ceux qui croient en quelque chose ou ceux qui méditent de manière pure. Voilà, c'est une question ouverte. Mais sinon, j'avais une autre question personnelle. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, je voulais juste dire qu'il y a forcément des articles là-dessus. D'accord, ouais. Ok. Et sinon, j'avais une autre question un peu plus anecdotique, mais est-ce que tu as arrivé enfin, du coup, avec ta pratique de la méditation, est-ce que c'est déjà arrivé de méditer dans un rêve? Ah, c'est une super question. Non, j'en ai pas eu le souvenir. D'accord. Mais à l'inverse, j'ai déjà rêvé en méditant. C'est-à-dire que D'accord. parfois je fais des méditations de visualisation, j'en ai pas parlé, mais vraiment de se projeter dans un espace. On peut se projeter tout le temps au même endroit, donc pour avoir ensuite une vision de plus en plus précise et complète d'un lieu, comme un petit jardin d'Éden qu'on a dans sa tête. D'accord. On peut se sentir bien, ça peut être une très bonne méditation, ou alors vraiment se projeter de la même manière que dans un rêve lucide, en fait, choisir où on veut aller, etc. Et pour se calmer. Donc moi, j'aime bien me projeter dans la montagne ou devant la mer ou des lieux calmes comme ça. Et c'est vrai que plus je pratique, plus j'ai l'impression d'avoir une vision claire. Et donc c'est très intéressant de faire ça aussi avant de s'endormir parce que vraiment le cerveau il se calme et on est à deux doigts du rêve. Et en fait, c'est comme si on commence à rêver, mais de façon consciente, on sait qu'on n'est pas dans la réalité physique, mais on se crée une propre réalité en fait, purement psychique et c'est super fun pour le coup. C'est intéressant comme réponse, merci. Merci à toi. Du coup, Malo, moi j'avais juste une dernière question rapide et après je te propose qu'on passe à la méditation. Ouais. Je me demandais juste par rapport aux retraites que tu fais actuellement avec tes sujets méditants, donc très expérimentés, tu disais. Est-ce que malgré l'expérience, la grande expérience, il n'y a pas un épuisement quand même au bout de 8 heures de méditation ou une fatigue à cette pratique intensive et qu'est-ce qui se passe après la méditation de 22 heures? Est-ce que c'est parce que j'avais lu donc c'était dans un livre de Christophe André, je crois, il parlait d'une méditation, enfin d'une retraite qu'il avait faite où après la dernière méditation, tout le monde allait retourner dans sa chambre et en fait ils ne faisaient rien, ils ne parlaient pas entre eux, il n'y avait pas vraiment de stimulation pour rester un petit peu dans cet état d'introspection. Est-ce que c'est quelque chose qui est fait aussi après ces méditations-là dans l'expérimentation que tu fais? Pour la première question,
Pour avoir parlé, en fait, j'ai pas fait la retraite encore, je la commence dimanche, elle va durer 10 jours. Euh, mais j'ai parlé avec les sujets déjà, et j'ai cru comprendre qu'ils étaient un peu en mode, comment dire, pas ils appréhendaient, mais en quelque sorte ils appréhendaient la chose, parce que oui, ça va être un effort. Je pense même pour ces gens-là, c'est un effort de méditer 8 heures par jour. Euh, pour la deuxième question, j'ai pas la réponse du tout. Je sais pas du tout comment ça se passe. Je sais juste que la, j'ai une collègue qui a déjà fait la retraite, en tant que, comme moi, quelqu'un qui va superviser, faire les EEG et tout, et qui m'a dit la dernière méditation, on peut la faire nous parce que pour le coup, il n'y a plus d'expé. Toute la journée, on fait des expé, mais le soir, on peut faire la méditation en même temps qu'eux. Et elle m'a dit, c'est trop bien, tu finis de manger, tu prends ta douche, tu vas faire la méditation avec tout le monde, et ensuite tu vas te coucher, tu es super serein. Donc ouais, je pense pas que après la méditation de 22 heures, c'est parti hard ou discussion jusqu'à l'aube, parce que de toute façon, le lendemain, il faut se lever. Je pense pour le coup que c'est plutôt calme et voire silencieux. Mais ça, j'en sais rien, c'est juste, je pense que ça se passe comme ça. Ça marche, bah, super. Merci pour ta réponse. Et puis, bah, tu me diras, du coup, quand Ouais, je te dirai. on va faire l'entrée. Ok, super. Avant la méditation, je vais juste aller aux toilettes, parce que j'ai bu pas mal de thé, et j'arrive. Okay. Du coup, Max, est-ce que pendant ce temps-là, tu peux faire un petit point sur éventuellement les événements qu'on a à venir prochainement, histoire de meubler et de communiquer en même temps, tu vois? Yes, bien sûr. Alors du coup, au niveau des événements qu'on va présenter à Brainbow très prochainement, on devrait avoir une conférence avec Laure Verret. Peut-être que ça vous dit quelque chose de nom. Ça devrait arriver très bientôt. Le sujet n'est pas encore très clairement défini. On partirait peut-être sur la mémoire, mais ce n'est rien de sûr. Ça devrait arriver soit fin janvier, soit début février. Et ensuite, nous avons un quiz, un brain quiz qui devrait arriver très bientôt aussi. Donc lui, il est totalement prêt. Et ce serait histoire de faire un petit jeu. Voilà, on vous ferait peut-être gagner des petits lots aussi. Donc il devait avoir lieu en fait fin décembre, mais malheureusement, je n'étais pas forcément trop disponible. Donc on vous tient au courant sur la page Facebook Rainbow, donc restez connectés vis-à-vis de ça. Et voilà. Hop là, pardon. Il semblerait qu'il y ait un bug de mon micro. Non, tout va bien, vous m'entendez bien? Ouais, c'est bon, on t'entend bien, nickel. Ok, d'accord. Donc voilà, donc restez connectés par rapport à ça. Et on vous tient au courant. Donc dès qu'on a des infos, on va réunir mercredi soir, a priori. Donc les infos devraient sortir très vite concernant les prochains événements. Voilà, voilà. Voilà. Merci Maxime. Et du coup, pour ceux qui sont présents là encore sur le talk, je sais pas si vous avez vu, mais dans le chat, Maxime a envoyé un lien sur lequel vous pouvez aller, vous pouvez en profiter là vu qu'on est un petit temps de pause, pour donner votre avis en fait sur le talk et sur les pistes d'amélioration éventuellement que vous pourrez proposer. Voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. Ça va, on s'y va pas. Et oui. Voilà. I'm back. Nickel. Ok, alors, au final, j'ai réalisé que je vous ai parlé de plein de types de méditation, etc., mais j'ai pas fait de speech général sur la méditation. La méditation, là, ce qu'on va faire, c'est dans un premier temps se concentrer principalement sur la respiration, parce que c'est vraiment le lien entre en fait votre psychique et votre corps, c'est-à-dire que vous respirez. La respiration, c'est quelque chose d'assez exceptionnel parce que on respire constamment depuis qu'on est né de façon inconsciente, mais on peut tout à fait prendre conscience de sa respiration et le contrôler. C'est quelque chose de vraiment qui relie vraiment le corps à l'esprit parce que de manière générale, c'est juste votre corps, mais vous pouvez le pratiquer consciemment. Donc en fait, ça va vraiment permettre de focaliser l'attention sur quelque chose de corporel, sur quelque chose de l'ordre de la sensation, du ressenti, et sortir de la pensée. Et donc en fait, le but, c'est vraiment, vous avez votre espace mental. Dans cet espace mental, il peut y avoir une musique qui tourne en boucle, des pensées qui pop comme ça tout le temps. Tiens, j'ai faim, tiens, j'ai mal au dos, tiens, voilà. Des pensées, des anxiétés, ou alors des questionnements. Il peut y avoir plein de choses qu'on veut pas, forcément. Ensuite, il peut y avoir des choses qu'on veut penser. On se dit, tiens, j'ai envie de penser à ça là maintenant. Voilà. Donc là, vraiment, le but, ça va être dans cet espace mental, ça va pas être de enlever tout ça, ça va être de faire émerger un nouvel élément, qui est la respiration, le ressenti,
et de faire croître notre attention, notre capacité attentionnelle là-dessus, jusqu'à ce qu'en fait que ça pousse le reste dehors. Et au final, il reste que la respiration. Si vous essayez d'enlever la musique qui tourne, d'enlever les trucs, ça va pas marcher. On peut pas se dire, toi tu t'arrêtes. Pour faire le vide, il faut en fait se concentrer sur autre chose. Et la chose la plus simple, c'est la respiration. Donc voilà, ça va être vraiment ça le premier exercice. Ensuite, je vais parler rapidement des sens, le son de ma voix, votre poids sur la chaise, des choses comme ça. Voilà, ça va être vraiment respiration et sens. On va faire quelque chose de très physique. Et j'espère que ça va vous plaire. Ok. Bon, allez, c'est parti. Donc je vous laisse vous installer sur votre chaise ou allongé sur votre lit. Choisissez une position confortable, mais où la colonne est droite. Le plus important, c'est vraiment que la colonne soit droite et que la respiration se fasse le plus fluidement possible. L'idéal étant d'être assis au sol en position du lotus ou sur une chaise avec le dos droit non adossé sur le dossier. Le dos droit, pas non plus très très droit, il ne faut pas que ce soit douloureux, mais faire un effort pour être droit et pas avachi. Les pieds à plat sur le sol, pas croisés, pas sur un pied, etc. Et les mains, vous pouvez les joindre au niveau du bas du ventre ou les mettre sur vos cuisses. Voilà pour la position. Et donc, à présent, je vous invite, selon votre choix, à garder les yeux ouverts ou à fermer les yeux et à diriger votre attention sur votre respiration. Donc, on va faire 3 grandes inspirations et grandes expirations pour amorcer cette méditation. Essayez de vous concentrer sur la sensation de l'air, soit au niveau de vos narines quand elles rentrent, soit au niveau de votre gorge, soit au niveau de votre cage thoracique ou de votre ventre. Sentez l'air qui rentre, l'air frais, et sentez l'air qui ressort par votre bouche, beaucoup plus chaud qu'il n'est rentré. Faites attention à cette température et à ces sensations. Il est tout à fait possible que votre respiration soit légèrement saccadée. C'est normal. La respiration est un exercice complexe, musculaire. Mais plus vous pratiquez, plus ce sera fluide et contrôlable. À présent, laissez votre respiration retourner à la normale. Essayez simplement d'être conscient et de l'observer. D'essayer de ne pas la diriger, mais d'en être tout à fait conscient. Laissez votre corps respirer et observez votre corps respirer. Ressentez le trajet de l'air de vos narines jusqu'au bas du ventre. Ressentez la température de l'air. Votre cage thoracique qui s'ouvre à chaque inspiration puis qui s'affaisse lors de l'expiration. Votre cœur qui accélère légèrement lors de l'inspiration et l'ensemble de vos muscles qui se détendent lors de l'expiration.
Et surtout, appréciez ce moment que vous offrez à vous-même, ce moment présent, dans l'instant présent. Vous n'êtes pas dans vos pensées du passé, ni dans vos projections futures. Vous êtes présent, maintenant, rythmé par la respiration, comme une boucle infinie. Prenez conscience de la familiarité que vous avez avec vos poumons et votre diaphragme. Prenez conscience que vous respirez depuis votre naissance. Prenez conscience que c'est le souffle qui vous insuffle la vie. Prenez conscience d'être simplement vivant maintenant. Peu importe ce qui se passera dans 5 minutes ou ce qui s'est passé il y a 1 heure, concentrez-vous sur cet instant présent et sur cette respiration. Vous pouvez également être reconnaissant envers vous-même de prendre ce temps pour vous, ce temps pour respirer. Et essayez de sortir de l'action et simplement d'être. Vous êtes votre corps, vous êtes votre mental, voire bien plus encore. Observez votre corps vivre. Et soyez dans le présent. À présent, essayez de vous concentrer sur le son, sur ma voix, que vous ne pouvez prédire, mais qui à chaque instant vous guide. Sur le son de votre respiration, sur les sons qui vous entourent. Prenez conscience de ce sens et essayez de laisser venir le son à vous plutôt que d'aller le chercher. Ne vous focalisez pas sur un son précisément. Restez là où vous êtes, dans votre corps, et observez le son venir jusqu'à vous. Ressentez sa réception et sa compréhension. Mais arrêtez-vous là, ne cherchez pas à analyser, à avoir de réflexion. À présent, essayez de vous concentrer sur le sens tactile. Peut-être que vous avez le dos qui commence à chauffer. Ressentez le poids de votre corps sur vos fesses, vos pieds, ou votre dos si vous êtes allongé. Essayez de ressentir votre corps dans son ensemble. Ce corps rythmé par votre respiration, qui vous est propre, qui est unique. Et à chaque expiration, détendez-vous. Relâchez tous les muscles, la pression, le stress, les anxiétés. Relâchez, lâchez prise. Vivez pour vous,
Vivez pour ces instants présents, agréables. Et prenez conscience à quel point c'est constamment à portée de main. Il suffit juste de décider, de diriger son attention sur sa respiration, sur ses ressentis. Sur son corps. Bien sûr, si des pensées vous traversent l'esprit, observez-les comme un nuage qui passe dans le ciel. Il passe, il ne reste pas. Et concentrez-vous sur le ciel bleu qu'il y a derrière. C'est ça que vous voulez regarder en ce moment. Ce calme mental, cette respiration. Focalisez-vous là-dessus et les nuages passeront. N'essayez pas de les pousser de façon consciente, ils s'en iront d'eux-mêmes. Essayez d'être concentré et de focaliser votre attention. Essayez de vous reconcentrer à nouveau de façon précise sur le trajet de l'air, rentrant par vos narines et sortant par votre bouche en passant par votre gorge et vos poumons. Et remerciez-vous encore une fois de prendre ce temps pour vous. Merci. À présent, quand vous êtes prêt, si vous avez les yeux fermés, je vous invite à les rouvrir doucement et à ne pas vous brusquer, à ne pas repenser directement à plein de choses. Essayez de rester le plus longtemps possible dans ce calme, cette sérénité intérieure que vous avez réussi à développer en quelques minutes. Peut-être qu'elle n'est pas totale, peut-être qu'elle n'est pas absolue, mais ce qui compte, c'est d'avoir fait l'effort, d'avoir eu la volonté, de l'avoir appliqué à votre envie. Et à force d'exercice, le calme apparaîtra de plus en plus rapidement, jusqu'à que ça devienne une habitude. Alors essayez le plus longtemps possible de garder ce calme en tête et de choisir les éléments qui prennent place dans votre espace mental. Voilà, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a détendu. Super. Je vais apaiser. Je ne sais pas si vous entendez, mais rien que le ton m'a changé. Je parle plus lentement. Donc ça, c'est les effets physiologiques instantanés. Voilà. Que dire de plus? Merci d'avoir été là. Merci d'avoir suivi ce talk de Brainbow. C'était super. Merci à Brainbow de m'avoir invité, de m'avoir donné ce petit créneau. C'était super agréable. Et merci pour vos questions, votre intérêt. J'ai adoré partager ça avec vous.
Merci à toi, Malo. Merci pour le talk. Merci pour la méditation. Et j'aurais juste, je propose juste que, avant qu'on arrête, tu nous expliques. Je vais le partager sur le chat, mais que tu nous expliques ce que tu fais sur le groupe Facebook de Clarity, parce qu'éventuellement, je me dis que ça pourrait intéresser des gens qui auraient apprécié cette pratique-là, et notamment la méditation guidée. Si tu peux expliquer en quelques mots ce que tu fais là-dessus, et je mets le lien dans le chat. Super, merci beaucoup. Clarity, en fait, c'est une start-up qu'un ami à moi a lancée, qui lui fait beaucoup de coaching personnalisé. Et en fait, on est principalement axé sur le biohacking et sur les neurosciences. En gros, ça vise à optimiser la biologie, optimiser notre corps, notre esprit, pour atteindre des performances cognitives ou un bien-être dans la vie de tous les jours plus important, avec des petits tips, sans se poncer au travail, sans se lever à 5 heures tous les matins. Voilà, c'est un peu tout ça. Et dans ce cadre-là, j'ai fait des lives. Là, on va reprendre plutôt des discussions. J'ai fait des lives où je fais de la méditation. Il y a 11 lives, plus ou moins longs, avec différents thèmes. Par exemple, méditation et sport, méditation et sommeil. Ou alors, je parle même de choses plus spirituelles comme les chakras. Je parle des différentes thérapies que je vous ai évoquées tout à l'heure. Je parle de pas mal de choses comme ça. Donc, je vous invite à aller voir. Il faut juste demander de rentrer dans le groupe. Je vous accepte et vous avez accès à tout le contenu. Raphaël, qui gère ça, lui, il est en master de neurosciences aussi. Et c'est quelqu'un de très intéressant, très cultivé, et qui a plein de choses à vous partager. Il y a déjà plein de vidéos qui sont en ligne. Et en fait, voilà, il y a tout un contenu gratuit. Et après ça, il y a des programmes payants, beaucoup plus complets, et voire même des coachings personnalisés qui permettent vraiment d'aboutir, de concrétiser en fait la vision de soi-même qu'on veut atteindre lorsqu'on a des difficultés, lorsqu'on procrastine, toutes ces choses qui touchent tout le monde en fait. Voilà. Super, merci Malo, et du coup j'ai mis le lien pour ceux qui sont intéressés. Merci. Pour Clarity donc dans le chat. Merci beaucoup à toi d'avoir été là, et puis je vais laisser le mot de la fin à Maxime. Yes. Donc merci à tous, donc merci Malo, merci à tous pour votre interaction, c'était super encore une fois, super instructif et tout, enfin vraiment au top. Donc on va vous retrouver très vite du coup soit pour la conférence, soit pour le quiz, on ne sait pas lequel on va organiser en premier, donc encore une fois restez connectés sur la page Facebook. Et voilà, donc on espère tous vous retrouver très vite, et puis à bientôt, voilà. Et n'hésitez pas, sinon si les activités de l'asso vous intéressent plus, on va dire, n'hésitez pas à adhérer. Voilà, ça fera toujours plaisir et on sera là pour bénéficier de quelques avantages à voir aussi sur la page Facebook, du coup, super comme ça. Voilà. Donc, merci encore à tous, merci Malo d'être intervenu, et je vous dis à bientôt pour un prochain talk ou pour une prochaine conférence. À bientôt. Au revoir.